Eh bien, nous allons commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aurélie Sinave, consultante formatrice 7 Je Paye. C'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette web session qui a pour objet les nouveautés de la paye 7 Je Paye version 9, donc la dernière version qui est sortie là il y a quelques jours. Pour notre confort, vos micros ont été désactivés. Mais vous pouvez tout de même communiquer avec moi via le chat. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Si elles sont en rapport avec la session, j'y répondrai avec plaisir. Je ferai des petits points intermédiaires pour y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas à interagir si nécessaire. On avisera. Donc, la 7 Je Paye V9, on va parler des nouveautés de la version, on va parler de Sage Déclaration Sociale version 17, mais juste avant, je souhaiterais faire un petit point rapide sur le calendrier des sorties. Donc déjà, la version 9 est disponible depuis le 15 juin 2026 pour les payes hébergées et les payes en SPC et depuis le 22 juin pour les payes on-premise. Donc ça veut dire qu'elle est accessible quelle que soit votre version de paye. Au niveau des sorties, je voulais juste vous refaire un petit topo rapide. Donc je sais que ce n'est pas l'objet de ce jour, mais je veux m'assurer que ce soit clair pour tout le monde. Entre le mois de mai et le mois de juin, il y a eu plusieurs plans de paye Senge qui sont sortis, notamment un premier, le 5 mai, qui traitait entre autres de la taxe sur les salaires, les barèmes du prélèvement à la source, vous savez, les barèmes fiscaux pour les taux neutres. Donc, en résumé, si on en reparle rapidement, un salarié, s'il est connu auprès des impôts, il a un taux qui est déterminé, un taux d'imposition ou un taux à zéro, peu importe. Mais le salarié a également le choix de choisir de ne pas communiquer son taux à son employeur. C'est ce qu'on appelle le taux neutre ou le cas des salariés qui ne sont pas encore connus auprès des impôts, un taux neutre s'applique. Et ben, c'est ce barème qui a été mis à jour au mois de mai et qu'il faut qu'il soit mis à jour dans votre paye. La valeur du RSA est le plancher de l'indemnité. Courant juin, il y a eu deux versions du plan de paye Sage. Donc, une première version au 15 juin qui est sortie en même temps que les versions de paye, la version 9 et la version 17. Cette version du plan de paye Sage, elle intégrait le nouveau SMIC applicable au 1er juin 2026. Donc, le SMIC est passé à 12,31 € au lieu de 12,02 €. L'évolution du minimum garanti et des valeurs des abattements pour le prélèvement à la source. Et ensuite, on a eu une deuxième mise à jour du plan de paye Senge, une semaine après à peu près, le 23 juin. Pourquoi avoir eu cette double version de plan de paye Senge sur le mois de juin? Tout simplement parce que dans le cadre de la RGDU, donc ce qu'on appelait anciennement la réduction Fillon, donc réduction générale dégressive unique, le décret d'application du SMIC à utiliser pour le calcul de cette réduction a été publié très tardivement. Donc l'éditeur a sorti un premier jet, on va dire, du plan de paye Sage pour vous permettre de commencer vos payes et un deuxième qui a mis en application ce décret. Et en fait, ce décret indique qu'on applique dans le cadre du calcul de la réduction le SMIC applicable au 1er janvier de l'année. Donc ça veut dire que votre réduction est calculée sur un taux de SMIC à 12,02 sur toute la période et non pas sur un SMIC à 12,02 du 1er janvier au 31 mai, puis 12,31 sur du 1er juin au prochain changement. Et dernier point qui a été intégré dans cette mise à jour version 2, le congé de naissance supplémentaire qui est applicable à compter du 1er juillet. Donc là, vraiment, c'était juste pour vous faire un petit rappel pour être sûr que ça a bien été fait et que ça a bien été clair dans votre esprit. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas mort d'homme, mais il faudra quand même penser à le faire assez rapidement sur vos prochaines payes. Voilà, voilà. On attaque les vraies évolutions du logiciel. Donc première modification, on va dire, au niveau de votre logiciel, c'est lié au changement de norme ISO des virements bancaires. Donc la norme ISO 20002, évolution au niveau des formats, ça a de l'impact, nous, en paye. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, vous générez des bulletins de paye, mais vous générez aussi des fichiers de virement pour payer vos salariés. Donc, comment ça se matérialise côté 7 Je Paye? Par l'ajout de plusieurs formats de virement. Donc, le PAIN 09. Le PAIN 09, c'est OPS pour les opérations en monnaie XPF, le franc Pacifique. Et un nouveau format PAIN 03. Donc, PAIN 03, c'est ce que vous utilisez le plus souvent.
le Paint03 Struct pour les adresses structurées. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire que potentiellement, votre banque peut vous demander d'utiliser un nouveau format et si c'est le cas, votre logiciel a prévu ce dit format. Vous, dans l'utilisation, il n'y a pas vraiment de changement, c'est toujours la même chose. C'est vraiment juste une norme technique qui a évolué dans la forme des fichiers de virement et les informations qu'on retrouve dans ce fichier sont organisées différemment, donc avec plus ou moins d'espace, etc. Donc vous, côté paye, c'est juste le choix en fonction de ce qui vous est communiqué par votre organisme bancaire, le choix du format. Donc ça, ces 3 formats, sont présents quand vous faites les virements de salaire. Je vous ai mis la petite capture d'écran. Vous avez vos formats par défaut et vous pouvez les changer si besoin était. D'accord? Sans information particulière de vos organismes, pas nécessité de les changer. Qu'est-ce qui se passe si vous utilisez le mauvais format? Votre virement ne va pas aboutir et il faudra régénérer un fichier au bon format. Toujours dans la continuité de cette, évolution de la norme ISO, la possibilité désormais, avec le format donc le Paint 09, d'effectuer des virements instantanés. Donc toujours dans la fenêtre de virement des salaires, vous aurez la possibilité de faire des virements instantanés, c'est-à-dire plus des virements à date d'effet, sous condition d'utiliser ce format-ci. De toute manière, si vous essayez de faire un virement instantané sur un Paint 03, par exemple, vous n'aurez pas accès à la petite case, elle sera grisée. Donc, il n'y a pas de risque d'erreur à ce niveau-là. Et enfin, dernière modification toujours liée à cette évolution des normes bancaires, vous savez, le dispositif de VOP, donc de vérification de l'identification de la personne qui va recevoir un virement, qui s'applique pour les sociétés, mais aussi pour les particuliers. Suite à ça, dans la paye, le champ nom du bénéficiaire, donc au niveau des coordonnées bancaires, a été étendu à 70 caractères. Donc c'est aussi pour répondre aux nouvelles normes au niveau des fichiers. Voilà pour cette partie-là. Donc ça, dans l'utilisation de la paye, hormis le virement instantané qu'on n'avait pas, pour le reste, c'est du changement de format. Ça ne change pas votre utilisation à proprement parler. Autre évolution, les codes communes dans les CTP. Alors, les CTP, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait auparavant les codes DUX. Donc, les DUX, pardon, c'était les ancêtres des DSN URSSAF. L'URSSAF, c'est le seul organisme à avoir gardé un bordereau de cotisation avec des codes CTP. Et donc, parmi ces codes CTP, il y en a un qui est le code 900. Donc 900 pour la taxe transport, qu'on appelle maintenant versement mobilité. On a le 901 aussi pour les versements mobilité, etc. Donc tous les codes liés à de la mobilité, à l'intérieur, on pouvait renseigner un code commune, d'accord? Donc le code commune est nécessaire sur ce code pour identifier à quelle commune s'attache le taux de versement mobilité. Ce code commune, nous n'avions pas la possibilité auparavant de le modifier dans le code. Ça veut dire qu'une fois que j'avais un code 900 créé, si j'avais eu un code commune indiqué, il fallait que je recrée un autre code pour pouvoir affecter un nouveau code commune. Donc là, on pourra garder un code et modifier directement dedans. Ça, c'est la nouveauté. Normalement, vous ne changez pas d'établissement ou de commune toutes les semaines, donc c'est quelque chose que vous irez faire avec parcimonie. Au niveau toujours des évolutions, les messages DADSU, donc pareil, DADSU, ancêtre de la DSN, c'était la déclaration que nous faisions une fois par an, c'était une grosse DSN annuelle. Ça n'existe plus du tout. Donc le logiciel avait gardé dans plusieurs fenêtres ce fameux terme. Maintenant, il est disparu. Donc tout a été remplacé par DSN parce que la DSN est bien le seul canal qui est utilisé pour vos déclarations, peu importe votre secteur d'activité. Donc ça, pareil, les codes communes CTP pratiques si vous changez de code commune. Les messages des ADSU, c'est transparent. Vous ne les verrez plus, donc pas de manipulation à effectuer. Toujours dans les évolutions, donc celle-là, elle est quand même relativement pratique, on a la possibilité de définir un répertoire de stockage pour tous les fichiers que vous générez de la paye. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, si je vais dans l'entête du dossier mettre un chemin d'enregistrement de mes fichiers, quand je vais éditer
des bulletins de paye, des états des cotisations, des livres de paye, peu importe l'état, ça va par défaut me proposer d'aller l'enregistrer dans un répertoire. Et si on le souhaite, on peut aussi, s'assurer que ça nous fasse des sous-répertoires avec l'année et le mois. Ça veut dire que dans mon exemple, vous voyez à l'écran sur, le petit, rectangle rouge, moi j'ai demandé à ce que quand je vais éditer mes états, ça aille dans mon dossier C paye V9 et vous voyez ici j'ai mis un pourcentage année, pourcentage mois. Ça veut dire que ça va aller se ranger dans un dossier qui va se créer, qui va me mettre pour le mois de juin, s'il m'a payé sur juin ou juillet si je suis sur juillet, 2026-07 et tous mes états iront se ranger là-dedans. Donc ça, pareil, vous avez l'habitude, vous, quand vous enregistrez vos PDF, d'aller, faire fichier, enregistrer sous et d'aller chercher l'endroit, mais vous auriez la possibilité de tout de suite l'enregistrer pour que, ça aille tout seul, au bon endroit et ça éviterait que vous le mettiez sur le mois d'avant, le mois d'après ou la mauvaise société. Donc ça, plutôt pas mal, ça peut nous faire gagner un petit peu de temps. Nouvelle fonctionnalité dans, les PDF, justement, la possibilité d'enregistrer les PDF en PDF-A. Vous allez me dire: «Qu'est-ce que c'est que cette chose?» PDF-A, c'est, un nouveau format de PDF qui permet, en fait, de s'assurer que lorsque vous enregistrez vos PDF, il n'y ait pas d'altérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, vous avez enregistré des PDF et quand vous les réouvrez, au niveau des polices, le document est, illisible parce que vous avez changé d'ordinateur, parce que, vos polices ne sont pas à jour, parce que les pilotes de l'imprimante ne sont pas à jour, parce que plein de choses techniques. Donc là, ça permet de vraiment figer le PDF pour être sûr que dans 10 ans, je puisse recliquer sur mon PDF et le revisualiser dans le bon format. Donc ça, pareil, petite case à cocher, pas de grande, manipulation de votre côté, mais pratique sur le long terme. Au niveau des modèles de GA, les modèles de GA, de nouveaux champs ont été, ajoutés. La possibilité d'extraire et d'importer les emails SEE. Donc SEE, Sage Espace Employé, c'est l'outil de Sage qui permet de gérer, entre autres, tout ce qui va être la gestion des congés payés, et absences diverses. Donc en gros, une espèce de gestion des temps où mon salarié va pouvoir poser, son congé, son manager valider et le RH, importer derrière en paye. Mais ça ne fait pas que de la gestion de congé, ça fait de la gestion de variables et cetera et cetera. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir récupérer cette adresse mail qui peut être différente de l'email qu'on appelle RH, qui est l'email utilisé pour les dématérialisations des bulletins de paye. Donc 2 offres actuellement, inclus directement dans le logiciel, donc PeopleDoc et heu j'ai plus le nom, de DocaPost, non pas DocaPost, La Place Digitale, pardon, qui est Digipost et donc c'est le lien qu'on vient renseigner, l'adresse qu'on vient renseigner pour envoyer le lien d'invitation. Donc en général, ces adresses peuvent être différentes parce qu'on va plutôt créer cet espace employé du salarié avec une adresse mail professionnelle. Parce que, par exemple, si on prend le cas d'un manager, il n'a pas à valider, les congés via son adresse pro son adresse perso pendant qu'il est en vacances. Pour les dématérialisations, des bulletins de paye, il est préférable que le salarié, le fasse sur une adresse mail personnelle, dans l'hypothèse d'un jour, s'il quitte la société, qu'il ait toujours accès à ces données. Donc là, la nouveauté, je vais pouvoir extraire ces informations et je vais pouvoir aussi les réimporter. Là où auparavant, il n'y avait que 2 champs disponibles, le mail du salarié ou le mail professionnel. Au niveau des contrats sociaux, autre nouveauté qui est très pratique aussi, on va pouvoir maintenant voir directement depuis les contrats sociaux les rubriques à laquelle sont attachés le contrat. Donc ça, pourquoi c'est pratique? Auparavant, quand on allait dans contrats sociaux, on pouvait visualiser, à quelle caisse de cotisation était rattaché le contrat, mais ensuite, il fallait qu'on aille voir dans la caisse quelle rubrique était affiliée à ce contrat. Là, un petit onglet qui a été ajouté au bout, vous cliquez sur rubrique et vous voyez toutes les rubriques sur lesquelles est affecté le contrat et si ces rubriques sont en activité et visibles. D'accord? Donc ça permet, de trouver plus facilement quand on a un écart en DSN,
de se dire: «Ben, tiens, c'est tel contrat, c'est sur quelle rubrique? Ah bah oui, mon salarié n'a pas le bon contrat». Ça permet aussi de vérifier les paramétrages quand vous avez des changements d'organismes sociaux, donc de vous assurer, que chaque rubrique a bien son bon contrat social. Donc visuellement, ça va quand même être plus pratique d'avoir cette nouvelle fonctionnalité. Au niveau de l'édition des bulletins. Donc au niveau de l'édition des bulletins, il y a plusieurs nouveautés. La première, c'est la possibilité de n'éditer que les bulletins calculés. Donc vous pouviez déjà n'éditer que soit tous les bulletins, donc peu importe le statut du salarié. Vous pouviez déjà éditer que les bulletins qui n'avaient pas encore été édités, éditer les bulletins qui avaient été validés et maintenant vous pourrez n'éditer que les bulletins qui ont été calculés. Donc ça, c'est une première chose et ensuite, ici, vous voyez, je vous l'ai encadré en rouge. À côté des bulletins, vous pourrez cocher et décocher ce que vous voulez gérer en duplicata ou pas. Alors, dans l'idée, quand vous faites votre édition finale, c'est préférable que vous ayez les 2 cochés en duplicata. Pourquoi? Bah, ça va permettre que lorsque vous allez faire, votre clôture, que vous ayez, les duplicata dans un premier temps, un jeu de duplicata en clarifié et ensuite un jeu en bulletin supplémentaire, donc avec tous les codes rubriques, ce qui est plus facile quand on doit faire du contrôle, a posteriori, de retrouver ces informations. Donc ça, pareil, au niveau de l'édition, des nouvelles cases à cocher, des nouvelles sélections. Au niveau des arrêts de travail, quand vous allez créer un arrêt de travail, vous allez visualiser l'ancienneté du salarié en années. Donc ça va être pratique quand vous voulez vérifier le déclenchement de vos maintiens ou est-ce que mon salarié a droit à la subrogation ou toutes les interrogations qu'on peut avoir autour de la maladie, de l'ancienneté d'un salarié. Bah, là, directement, vous aurez en dessous du nom du salarié l'ancienneté en années qui va apparaître. Donc ça apparaîtra que sur les nouveaux arrêts de travail. Les anciens n'auront pas cette information, parce que, bah, forcément votre logiciel n'était pas, à jour, sur les précédents. Au niveau du traitement en chaîne, donc ça, les traitements en chaîne, il y a peu de monde qui l'utilise, alors que c'est plutôt pas mal, hein. Traitement en chaîne, c'est, le logiciel qui vous offre la possibilité, d'avoir on va appeler ça un assistant qui vous guide dans toutes les étapes de la paye. Vous savez, l'édition des bulletins, l'édition des états, le livre de paye, l'état des cotisations, la sauvegarde, la DSN, la passation comptable et cetera, jusqu'à la clôture. Il manquait quand même un petit quelque chose dans, ces traitements en chaîne. On ne pouvait pas choisir, la ou les caisses qu'on souhaitait éditer au niveau de l'état des cotisations. Donc là, c'est modifié. Vous avez la possibilité, de ne demander, par exemple, à n'éditer que la caisse URSSAF, que la caisse retraite ou ce que vous souhaitez. Donc ça, traitement en chaîne, plutôt pratique, on va dire, pour les nouveaux utilisateurs qui n'ont pas encore pris, on va dire, d'anciennes habitudes, de générer leurs états. C'est plutôt pas mal. Au niveau de la fiche de personnel, donc au niveau de la fiche de personnel, il y a plusieurs points. Le premier, c'est la notification de rupture. Donc vous savez ce qui est dans le détail du contrat pour, lorsque vous avez des salariés qui quittent la société. Ça a été déplacé du bloc licenciement vers rupture de contrat pour que ce soit un petit peu plus cohérent parce que la notification de rupture n'était pas uniquement liée au licenciement. En cas de démission ou de rupture conventionnelle, par exemple, vous devez aussi, renseigner cette notification de rupture. Donc là, c'est pour que ce soit un petit peu plus logique. Ensuite, pour le cas des salariés sortis pour lequel vous allez faire des bulletins complémentaires. Donc, bulletin complémentaire, c'est mon salarié est sorti, donc forcément, s'il a quitté ma société, il ne fait plus partie de mes bulletins. Si je vais dans le bulletin calculé, je n'aurai plus un salarié sorti. Mais parfois, pour des raisons quelconques, un versement de participation, un prud'homme ou je ne sais quoi, vous devez faire des bulletins complémentaires. Donc, une petite case à cocher dans l'onglet contrat du salarié. Et avant la version 9, quand vous cochiez bulletin complémentaire à réaliser, ça cochait par défaut continuité d'ancienneté. Donc, ça veut dire que l'ancienneté du salarié continue de courir. Et si votre salarié revenait et que vous conserviez l'ancienneté, bah forcément,
il pouvait avoir des distorsions. Donc là, par défaut, ce ne sera plus coché. Si vous souhaitez qu'il y ait une continuité d'ancienneté, vous avez la possibilité, de cocher bien évidemment cette case pour que ça se poursuive. Et enfin, sur la liste des fiches de personnel, vous allez avoir, les salariés à temps partiel, donc la colonne modalité d'exercice du travail qui va être disponible pour un visuel un peu plus clair. Alors, je vous spoil un peu, mais on va en parler après. On va parler un peu du fait générateur et on va parler, entre autres, hem, des DSN de substitution, du recul des DSN de substitution, heu et notamment des différentes problématiques qu'il y a eu sur, les modalités d'exercice, du temps de travail. Autre amélioration, l'état des absences. Donc l'état des absences que vous retrouvez dans les états, là où il y a les états des cotisations et cetera, il y a une nouvelle colonne qui est apparue, le code nature. Donc code nature, c'est quoi? Par exemple, la plupart du temps, quand un salarié prend des congés payés, le code de la nature, c'est 0,950. C'est la première colonne qui apparaît. Donc ça permet, quand vous avez plusieurs types, souvent c'est sur de la maladie que vous avez ça, quand vous avez plusieurs natures d'absence, plusieurs codes, bah, cette fois, on pourra les visualiser, pour que ce soit un peu plus simple, au niveau de la compréhension. Alors, pardon, j'ai vu qu'il y avait une question. Les temps partiels, thérapeutiques ne sont pas concernés par ce temps partiel. Donc si on parle de la modalité d'exercice, non, si votre temps partiel thérapeutique était à temps plein, il reste à temps plein, dans sa modalité d'exercice. Au niveau du bulletin du salarié, donc dans le bulletin calculé, là, il y a des petites choses qui sont vraiment pas mal. La première, c'est que, on a une nouvelle colonne qui est apparue, période du haut, et quand vous allez faire des régularisations, donc des régularisations, peu importe que ce soit de cotisations ou autre, on va voir les périodes de rattachement directement sur le bulletin calculé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvenez-vous que des fois, quand on attache les périodes pour les régularisations, si tout va bien, nos salariés sont présents tout le mois, mais parfois vous avez des salariés, on va dire qu'on a une régularisation à effectuer, sur le mois de mai. Donc j'ai bien des salariés qui sont présents du 1er mai au 31 mai, mais j'en ai peut-être qui sont arrivés le 15, le 20, le 30 et cetera, et donc vous devez personnaliser les périodes de régularisation. Auparavant, pour voir quelle était la période rattachée, il fallait double-cliquer sur la rubrique de régularisation et regarder la période de rattachement qui était en haut. Donc ça se faisait, mais ça faisait quand même plusieurs manipulations et visuellement, c'était pas des plus, pratiques. Là, maintenant, on aura l'information directement sur le bulletin calculé. Donc s'il y a une incohérence, ce sera plus facile de la visualiser directement, ici. Autre nouveauté, et ça, vous l'avez réclamé depuis, très, très longtemps, l'apparition du, entre guillemets, «vrai net à payer» en bas du total des cumuls. Souvenez-vous, vous aviez le brut, les cotisations donc salariales, patronales et vous aviez qu'un seul net à payer. Et ben maintenant, sachez que vous allez avoir les 2 colonnes. Le net à payer avant impôt, d'accord? Et le net à payer réellement versé. Ça vous évitera de devoir faire des aperçus pour faire vos calculs à l'envers, et cetera. Vous aurez l'information tout de suite de présente en bas du bulletin. Et enfin, dernière modification, quand vous allez saisir, ou importer des absences, donc dans l'onglet congés et absences, il y a un nouveau champ libellé qui a été ajouté à côté du motif. Donc c'est ce que je vous ai mis dans le rectangle rouge ici en bas. Vous voyez maintenant, dans mon cas, congé payé suspendu pour le temps partiel thérapeutique, c'est le code qui est rattaché, mon code motif qui est rattaché à mon congé payé. Donc j'ai le libellé qui apparaît, d'accord? Ça va vous permettre, entre autres, déjà de vous assurer que l'absence est correcte, parce que parfois les intitulés ou les motifs, ne sont pas top parce que faute de temps ou vous avez dupliqué votre nature d'événement, vous n'avez pas modifié, mais là vous pourrez, pardon, les visualiser directement dans le bulletin. Donc là, pareil, pas de manipulation à effectuer, c'est du confort, essentiellement visuel, et ça permettra justement de contrôler plus facilement vos bulletins.
Prochaine nouveauté, et là, pour ceux qui n'ont jamais fait les contrôles des fiches de salariés, ça va être un sacré changement. On a eu cette année une nouveauté en DSN, la DSN de substitution. Donc DSN de substitution, qu'est-ce que c'est? Dans les grandes lignes, cette année, l'URSSAF, a fait des contrôles sur l'année précédente, donc dans notre cas 2025, et a remonté les anomalies qui avaient de l'impact sur les droits retraite des salariés. Et donc, elle a rematérialisé ces anomalies via des comptes rendus métiers que vous avez reçus ou pas, selon que vous étiez concerné ou pas. Et ces comptes rendus métiers contenaient des anomalies qui étaient dites substituables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne corrigiez pas, l'URSSAF allait prélever les cotisations liées à ces constatations. Majoritairement, ces anomalies étaient des anomalies sur le plafond sécurité sociale. Donc, plafond sécurité sociale qui, pour rappel, est utilisé pour le calcul des cotisations dites plafonnées, et plafond sécurité sociale qui est commun à l'URSSAF et à la retraite. Et ce qui est sorti de ça, c'est qu'essentiellement, les problématiques étaient liées à des anomalies de remplissage des fiches de salariés. Majoritairement, c'était des quotités ou des modalités qui étaient mal renseignées. Un salarié qui était déclaré à temps plein alors qu'il était à temps partiel, donc forcément écart de recalcul des plafonds, ou l'inverse. Ou alors un salarié qui était en jour mais qui était déclaré en heure. Enfin, vraiment toutes des problématiques liées à ça. Donc, pour limiter un maximum ces problématiques, l'éditeur avait mis en place la possibilité, via soit l'intuit DSN ou directement quand on lançait les DSN, la possibilité de contrôler nos fiches avant de générer la déclaration. Autant vous dire que comme ça n'était pas une obligation, quasiment personne ne le faisait. Donc là maintenant, ça y est, c'est arrivé. Quand vous allez générer vos DSN mensuels, donc quand vous allez faire état DSN mensuel transfert des données, ça va automatiquement lancer le contrôle des fiches de salariés. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va lancer des contrôles sur les cohérences au niveau des horaires, des catégories, des fiches de personnel, des contrats de travail et des contrats sociaux. Donc comment ça va se passer? Ben, une chance sur deux, soit il n'y a pas de problématique chez vous, vous n'aurez pas ou peu d'anomalies, soit c'est la première fois que c'est lancé depuis la nuit des temps, auquel cas vous pouvez avoir tout un tas de choses incohérentes. Alors, c'est pas forcément des choses récentes, hein. J'ai vu des choses qui dataient de plus de 20 ans chez certains clients chez qui je suis intervenue. Majoritairement, c'est j'ai mis une modalité en temps partiel alors que c'est un temps plein. J'ai indiqué qu'il était cadre, mais j'ai mis une catégorie qui était non cadre, tout des choses comme ça. Donc, comme ce contrôle est devenu obligatoire, on a eu des améliorations sur les différents contrôles. Donc, au niveau des contrôles de la fiche de personnel, il y a des contrôles sur l'identité qui ont été approfondis. Donc, contrôle sur la composition du numéro de sécurité sociale. Donc, ça, c'était fait avant dans la DSN. Mais là, vous aurez en amont les problématiques. Donc, les contrôles habituels sur le nombre de caractères, avec les dates de naissance, etc. Contrôle de cohérence entre le département de naissance et le pays de naissance. Donc les bidouilles avec des 99 ou je ne sais quoi, ça remontera en anomalie avant votre DSN. Et la suppression du contrôle, le bureau distributeur doit être enseigné uniquement en cas de boîte postale qui polluait un petit peu les anciens contrôles. Au niveau des contrôles de la catégorie socio-professionnelle, un astérix a été ajouté dans la vue DSN. Donc, c'est quoi cette histoire d'astérix? Eh ben, en fait, les astérix, c'est les champs obligatoires dans la DSN quand vous ouvrez vos fiches de personnel en vue DSN. Donc, il manquait un petit astérix. Pourtant, ce champ est bien obligatoire. Au niveau du retour, on a la mention code PCS qui a été ajoutée dans le descriptif d'erreur parce que, comme auparavant, on avait quelque chose du style le code de la catégorie socio-professionnelle est erroné, on ne faisait pas forcément le lien avec ce fameux code PCS. Donc là, ils ont revu le libellé pour que ce soit un petit peu plus clair. Au niveau des périodes,
Donc là, au niveau des périodes, ça va pas se déclencher en automatique. C'est-à-dire que quand vous allez générer vos DSN, ce contrôle ne va pas se faire, mais vous pouvez le faire via l'intitulé DSN. Ça va, nous indiquer sur quel type de bulletin on a des anomalies. Donc ça veut dire que si le type de bulletin est vide, ça veut dire que c'est un bulletin, j'allais dire normal, mais on va plutôt appeler ça un bulletin classique. Vous aurez les notions de bulletin extourné et corrigé. Donc ça, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Ça va être notamment pour gérer le fait générateur. Et incohérent, donc ça, normalement, vous ne devriez jamais l'avoir. Ça voudrait dire qu'on ne sait pas trop déterminer le type de bulletin sur lequel il y a une anomalie. Donc ça, pareil, évolution au niveau du contrôle, évolution au niveau de l'affichage pour faciliter un petit peu ça. Au niveau des périodes, donc le numéro de contrat doit être renseigné, doit être unique. Ça a été supprimé, au niveau, du contrôleur, tout comme le numéro de contrat qui était vide dans la fiche du salarié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, lorsque vous lanciez, le contrôle, vous pouviez avoir vous aviez des anomalies s'il n'y avait pas de référence contrat de renseigner dans la fiche de salarié, tout en sachant que vos anciens salariés n'ont pas de référence contrat de renseigner, parce que ça n'existait pas à l'époque et donc c'est matérialisé par 5 fois le chiffre 0 dans la DSN. Donc là, pour pallier à ça, ça met directement 5 fois les chiffres 0 s'il n'y a pas la référence dans le logiciel de paye. Ont été supprimés les contrôles sur les anciens contrats, donc il n'y a plus que les contrats en cours qui sont contrôlés, parce qu'autant vous dire qu'on pouvait avoir, vraiment des vieux contrats qui nous remontaient, en anomalie et qui n'avaient plus qui n'auront pas d'impact, sur nos déclarations. Ils ont fait des améliorations sur, les contrôles. La date de début de contrat est antérieure à la date d'entrée. Clairement, c'était pas clair et des fois on comprenait même pas ce que voulait dire le libellé. Et ils ont remplacé la date d'entrée par la date d'embauche. D'accord? Alors, je vois qu'il y a des questions, je vais faire un petit stop pour essayer d'y répondre. Alors, il y avait une question sur mon code d'absence 0950, il est indiqué congés payés suspendus pour temps partiel thérapeutique. Alors, c'est pas mes congés qui sont suspendus, c'est mon temps partiel thérapeutique. C'est dans l'autre sens, en fait. Dans ma paye, là, il y a le paramétrage du temps partiel thérapeutique qui est appliqué. Pour l'instant, toujours pas de date pour l'application en DSN des signalements temps partiel thérapeutique, mais côté Senge, tout est prévu et dans les grandes lignes, quand votre salarié est en temps partiel thérapeutique, imaginons que je sois en temps partiel du 1er juillet au 31 juillet et ben, si je suis en congé du 15 au 25 juillet, mon temps partiel ira du 1 au 24, puis du 26 au 31. Donc ma période de congé suspend bien, mon temps partiel thérapeutique. J'avais l'impression qu'il y avait eu d'autres questions entre-temps, mais je l'ai, rêvé. Alors, la colonne dans le bulletin détaillé du net à payer avant impôt n'apparaît pas. Y a-t-il un paramétrage à faire? Non, il y a pas de paramétrage à faire. Ça s'affiche à partir du moment où vous êtes passé en version 9. Je vous le montre, hop, tout de suite sur un bulletin. Quand vous allez dans le bulletin calculé, hop, ici, net à payer avant impôt et net à payer. Il n'y a pas de paramétrage à faire et vous voyez, il y a également ma petite colonne période du haut qui apparaît ici, mais dans mon cas, comme je n'ai pas de régularisation, ça n'apparaît pas. Si on faisait une régularisation, quelconque, hop, hop, on va mettre sur le période d'avril 2026 par exemple, juste pour vous montrer. Vous voyez, j'ai bien mes périodes qui apparaissent ici, mais il n'y a pas de manipulation, à faire, en particulier pour ça. Je redescends ça et est-ce que nous pouvons installer les nouvelles versions sur notre paye de juillet? Oui, vous pouvez, installer les versions sur votre paye de juillet. Alors pareil, les précautions habituelles, ne faites pas ça en pleine paye, une veille de vacances, ou je ne sais quoi. Vous faites dans les conditions habituelles, il y a pas de souci. Et pour la régularisation ici, sur le brut, alors je vais faire un truc, au hasard, ici. Ah mince, j'avais pas d'absence maladie, c'était un peu raté comme
Exemple, montant salarial, on va lui baisser ici, hop, hop. C'est la même chose, vous avez bien les périodes, d'accord? On va repartir, hop, sur la présentation. Je ferme tout ça. Contrôle des périodes. Hop. Alors sur les horaires des salariés, donc là, j'ai distingué, les contrôles salariés temps plein, salariés temps partiel. Donc ça vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de soucis là-dessus, au niveau des DSN. Donc pour les contrôles horaires, sont supprimés le message: «La quotité de travail ne correspond pas à la modalité d'exercice». Ça a été modifié, les problèmes, pour les pigistes et les vacataires. Ont été exclus des temps plein, temps partiel, les codes unités 12, donc les salariés à la journée ou au forfait jour. Au niveau des messages d'erreur, de nouveaux messages d'erreur, modalité d'exercice incohérente avec l'horaire ou un temps plein. Conditions de temps plein non remplies, vérifier unité de temps et quotité. Donc là, clairement, c'est quand il y a de l'incohérence, je vous ai mis un exemple après. Au niveau des quotités maximales, pareil, il y avait pas de contrôle là-dessus. Sur un salarié qui est en heures, maximum 250, on ne peut pas avoir une quotité supérieure à 250 heures, et sur un salarié qui est, avec une modalité en jours, la valeur supérieure ne peut pas être supérieure à 31. Donc ça va permettre de visualiser vos salariés avec une modalité en jours, mais qui ont une quotité en heures. Parce que si vous avez laissé une quotité en heures, vous allez avoir 151,67 et ça va vous remonter, en anomalie. Heu, alors je me permets juste de répondre à la question. Dans le bulletin salarié, le net à payer avant impôt n'apparaît pas sur le bulletin imprimé. Bah, normalement si, mais ça, c'est pas une nouveauté. Je fais juste une petite aparté. Parce qu'après, on sera plus dans le thème. Quand vous faites un aperçu de bulletin, vous avez vos je suis surprise par la question, je suis pas sûre de bien l'avoir compris, le SIAT. Quand vous faites un aperçu de bulletin, peu importe, le salarié et peu importe le bulletin, vous avez, hop, ici, bien évidemment, j'ai un bulletin sur 2 pages, le montant net à payer avant impôt et vous avez votre montant net payé après impôt, le vrai net à payer et le Ah, sur le bulletin détaillé? Pardon. Alors sur le bulletin détaillé, ça dépend si vous avez un paramétrage spécifique. Sur les bulletins détaillés, on n'a pas la notion de prélèvement à la source. Donc il y a pas de notion de avant et d'après prélèvement à la source. Mais vous pouvez faire un bulletin personnalisé et vous ajouter le champ si vous le souhaitez. Mais non, nativement, ils ont pas prévu, d'ajouter sur un modèle de bulletin détaillé, la notion de avant ou après impôt. Parce qu'ils ont pas ajouté le prélèvement à la source sur les bulletins détaillés. Mais ça pourrait faire l'objet d'une demande dans le Customer Voice, d'une demande d'amélioration. Parce que là, pareil, la plus grande partie des améliorations sont liées aux remontées clients, donc à vos remontées auprès de l'éditeur via le Customer Voice, pour, les évolutions, du logiciel. Donc il faut vraiment continuer à faire ces demandes. Sur les salariés à temps partiel, les contrôles ont aussi évolué. Donc on a des nouveaux messages d'erreur pour les temps partiels, donc tout comme pour les temps pleins, modalité d'exercice incohérente avec l'horaire, pardon, ou un temps partiel, conditions de temps de travail non remplies, vérifier les unités de temps et de quotité. Un salarié en forfait jour est toujours déclaré à temps plein. Et ici, champ durée de travail partiel n'est plus contrôlé. Vous savez, le champ qui était avant dans DADSU, il y a plus de contrôle qui est effectué là-dessus parce qu'en fait, ça n'est pas du tout utilisé dans la DSM. Donc là, en dessous, je vous ai mis un exemple de restitution du contrôleur. Donc, vous avez ici le nom des salariés, un petit crayon qui vous permet d'accéder à la fiche et ici, sur la droite, vous avez le descriptif des erreurs. Donc le descriptif, ils sont plutôt clairs. Je ne vais pas tous vous les faire, mais regardez ici. La modalité d'exercice du travail ne correspond pas à l'horaire du salarié. Un salarié en forfait jour est toujours déclaré à temps plein. Donc là, on voit mon salarié en forfait jour. J'ai bien une quotité ici à 21,67, une quotité à 21,67 et mon salarié est ici déclaré à temps partiel. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait
aller corriger ici la modalité d'exercice. Le deuxième cas ici, la quotité de travail ou la quotité de référence sont supérieures à la valeur autorisée. Bah, en effet, vous voyez ici, j'ai 255 en quotité de référence. Donc ça veut dire que dans ma catégorie, la quotité est erronée. Ici, quotité de travail ne peut pas être égal à 0, etc., etc. Donc, je vous remontre ici, bah, tout est à 0 alors que ma salariée est à temps plein et en heures. Donc, s'il n'y a pas de notion de quantité de travail ou de temps de travail, mon unité devrait être un non concerné. Et ici, mon salarié est à la pige et en fait, enfin, avec l'unité de travail, pardon, à la pige et ça me dit, bah, c'est pas possible que mon salarié soit sur cette unité parce que c'est uniquement pour les journalistes qui ont le code PCS 352A. D'accord? Donc tout un tas de contrôles, potentiellement vos fiches comportent des erreurs depuis, assez longtemps. Là, l'objectif, c'est vraiment d'éviter un maximum les substitutions. Qu'en 2027, vous n'ayez pas de substitution, qu'on ait anticipé et que, les déclaratifs soient corrects pour vous éviter, les éventuelles régularisations. Donc ça peut paraître contraignant, les premières fois, mais une fois que vous avez vraiment, purifié, on va dire, vos salariés, après, c'est comme tout, c'est comme les premières DSN quand il y avait plein d'anomalies. Faut les corriger et puis, au moins vous serez plus serein, au niveau, des retours des organismes. Le fait générateur, alors le fait générateur, je vous fais un petit rappel, on n'arrête pas d'en parler parce que c'est reporté depuis, 2025, donc je vous en ai parlé en 2024, je vous en ai parlé en 2025, je vous en reparle en 2026. Donc fait générateur, c'est refaire des bulletins de paye en appliquant des formules les taux, les plafonds sur le mois sur lequel la rétroactivité s'applique. En d'autres termes, on est en juillet 2027, on est dans le futur. Vous vous rendez compte que vous avez oublié de me payer 10 heures supplémentaires en janvier. Et bien, vous allez devoir refaire mes bulletins de janvier. Donc, annuler mon premier bulletin de janvier, repasser mon nouveau bulletin avec mes 10 heures supplémentaires, mais également annuler, donc extourner mes bulletins de février, mars, avril, mai, juin, donc jusqu'au mois de juillet, et refaire mes bulletins parce que, dans mon cas, heures supplémentaires a de l'impact sur mes plafonds sécurité sociale, j'ai peut-être dépassé les seuils, ma réduction de cotisation dégressive unique, etc., etc. Donc ça a été reporté. Normalement, 2027, ça s'applique pour tout le monde et donc le logiciel est prêt, mais continue d'évoluer, en fonction des diverses informations. Donc là, l'objectif, c'est pas de vous apprendre à faire des bulletins de rétroactivité. On aura encore le temps de le voir quand on sera, sur l'obligation, mais ça a été un gros travail sur cette version-là pour être prêt justement en début d'année. Parce que souvenez-vous, l'éditeur maintenant sort en milieu d'année les versions majeures pour qu'on n'ait plus que des versions mineures à installer en fin d'année, début d'année pour s'adapter aux différents cahiers techniques. Donc là, ça anticipe en fait 2027. Au niveau du bulletin de rétroactivité, donc ils ont, amélioré, le système au global, donc avec tout un tas de nouvelles informations. Ils ont renommé des champs. Maintenant, les données liées à l'ancienneté sont archivées. Ça veut dire que, si on prend le cas d'une prime d'ancienneté qui serait calculée, bien évidemment, en fonction de l'ancienneté de votre salarié, ben, le logiciel sera en capacité, quand on fera les bulletins d'extourne, de reprendre l'ancienneté à date de la clôture. Donc ça veut dire qu'il prendra en compte mon ancienneté au 1er janvier 2027 et sur une extourne en mai, il saura reprendre mon ancienneté au 1er mai 2027. Au niveau, des salariés sortis, ils ont aussi, un peu clarifié, les traitements possibles. Donc les notions de bulletin corrigé, bulletin différentiel, en fait, c'était un peu flou sur les premières versions. On ne savait pas trop identifier quel était notre type de bulletin. On avait des systèmes de bulletins qui étaient dits d'extourne. On ne voyait pas trop si c'était une annule, une remplace. Enfin bref, ils ont vraiment amélioré ça. Donc, ils ont changé les termes. Par exemple, l'édition des bulletins corrigés, c'est devenu édition des bulletins différentiels. Et cette édition, je vous rappelle ou je vous l'indique si vous n'aviez pas l'information, il cumule bien l'annule et le remplace. Donc, l'édition différentielle fait bien le différentiel entre l'extourne et le bulletin repassé dans l'autre sens.
Au niveau des extournes, ils ont aussi ajouté un contrôle complémentaire. Si vous avez clôturé votre bulletin de paye du mois, donc votre bulletin, classique, vous ne pourrez plus faire les extournes. Vous aurez un message, vous indiquant qu'il faudra le faire le mois d'après, ce ne sera plus possible de le faire. Donc ça, c'est pour éviter justement les problématiques où j'avais clôturé mon premier bulletin, j'en ai refait un et qu'au final, on savait plus trop où on en était et on savait plus, forcément retrouver sur la période notre vrai bulletin, du mois en cours. Toujours sur le bulletin de rétroactivité, l'édition des bulletins, qu'on appelle maintenant corrigés, va tout cumuler. Donc l'extourne, la correction, ça a bien été ajouté dans les éditions. Tout ce qui est au niveau des fonctions pour le paiement des salariés, vous savez, vous pouvez, générer les fichiers de virement de vos salariés pour les bulletins en cours. Vous pouvez le faire pour les bulletins clôturés, les bulletins intermédiaires. Maintenant, vous aurez aussi la possibilité de les générer que pour les bulletins de rétroactivité ou faire un fichier global, peu importe, mais vous avez maintenant l'option pour gérer ce cas-là. Tout ce qui va être paramètres de paye et des états de paye, vous allez avoir maintenant un nouveau type de bulletin, le type rétroactif. Donc, souvenez-vous, vous aviez jusqu'à présent le classique rappel ou tous. Bah là, vous allez avoir en plus la ligne rétroactive. Les bulletins extournés et corrigés seront transmis en DSN et générés en fonction de la période de rattachement. Donc, en gros, même si j'ai 2 bulletins, j'aurai qu'une seule période de rattachement pour la période. Et enfin, je vous rappelle que vous avez la documentation complète qui a été remise, au goût du jour, qui est disponible dans votre logiciel, ici, dans le fait générateur. Donc là, vous pouvez consulter, si vous souhaitez, vous pouvez consulter, vous pouvez faire quelques tests, mais on attend le feu vert de 2027 pour faire nos bulletins d'extourne. D'accord? Hop, alors, je vais juste répondre aux questions. Le forfait jour peut être à temps partiel, normalement non. Donc là, c'est du légal, normalement, je ne suis pas censée vous répondre, mais la réponse est non. Je ne trouve pas dans l'entête du dossier l'option pour PDF. Ah, alors pour moi, c'est pas dans l'entête du dossier. J'ai une chance sur 2. C'était l'autre. C'est dans Fichier, si je dis pas de bêtises, dans Préférences, vous avez ici Générer les PDF A. Donc je vous remontre dans Fichier et Préférences. Ici, vous cochez la petite case qui va bien. Le temps que je suis ici, je vous remontre la documentation. Donc pour rappel, vous avez accès, quand vous êtes dans l'onglet PPS, à tout un tas de documentation. Ces documentations sont mises à jour avec les versions de logiciels et vous avez une documentation complète dédiée au fait générateur. Donc là, hop, le fait générateur, la documentation sur les bulletins de rappel et la documentation sur les bulletins de rétroactivité avec, vraiment tout le détail, tout le blabla. Donc ça, on se le garde sous le coude, pour s'amuser en 2027 avec ça. Bien évidemment, on y reviendra. Là, il y a pas trop d'intérêt de vous remontrer le bulletin, de rétroactivité. C'est dans quasiment 6 mois. D'ici là, vous aurez oublié les 3/4 de ce que je vous aurais dit. Voilà pour la partie vraiment paye V9. Maintenant, on va parler des nouveautés, de déclaration sociale, donc la version 17, qui va de pair avec la version 9 et qui, intègre déjà, quelques nouveautés, du cahier technique et dans ces nouveautés, on va avoir des évolutions liées à la DPAE. Donc ça, pareil, DPAE, les signalements DPAE, les DSN de signalement DPAE, ça a été reporté à 2027. Il n'y a pas encore de grande certitude que ce soit vraiment à compter de janvier. Ça n'a pas été annoncé. Courant 2027, on va se dire que ce sera peut-être janvier. Donc l'idée, c'est quoi? C'est la possibilité, depuis déjà la version précédente, de, gérer les DSN de signalement DPAE via un système de création de salariés en attente. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, vous allez faire des DPAE pour des personnes qui vont peut-être jamais devenir vos salariés parce qu'ils vont jamais venir. Donc là, l'idée, c'est de, avoir une notion de salarié en attente qu'on pourra transformer j'allais dire vrai salarié, en salarié, on va dire confirmé, donc en fiche de salarié
Et donc là, les évolutions, la première, c'est que vous pourrez directement générer des DSN, DPAE directement dans Règles déclaration sociale, c'est-à-dire de ne pas créer dans cette Je paye des salariés en attente, les gérer directement dans DS, mais bien évidemment, vous pourrez toujours les gérer dans cette Je paye. Au niveau des filtres sur la confidentialité des utilisateurs, ils ont ajouté la notion de filtre sur les salariés en attente. Donc, on pourrait interdire la visualisation de ces salariés à un ou plusieurs utilisateurs. Et au niveau de la fiche des salariés, donc la fiche des salariés en attente, il y a des nouveaux champs qui ont été mis à jour, parce qu'il manquait quelques champs obligatoires, notamment au niveau de l'horaire de travail. Et ces informations sont bien évidemment reprises quand vous transformez votre salarié en attente en salarié confirmé. Au niveau de l'intu EDI, donc là où vous avez vos tuiles DSN mensuelles, fin de contrat de travail unique, arrêt de travail, amorçage, on a maintenant une ligne pour gérer les DPAE avec le même système de code couleur, orange en cours, vert accepté et rouge rejeté pour vous faciliter l'accès et le visuel à vos déclarations. D'accord ? Au niveau de la DPAE, toujours des évolutions. Donc, au niveau du paramètre d'heure d'embauche, par défaut, c'est fixé à 8 heures. Donc, ça veut dire qu'on a ce nouveau champ qui apparaît et vous aurez la possibilité de modifier l'heure d'embauche par défaut. Si chez vous, c'est 9 heures ou 9h30 ou 5 heures du matin, vous aurez la possibilité, dans les paramètres, d'aller indiquer une nouvelle horaire. Ils ont également ajouté une option qui permet le calcul automatique du matricule. Donc ça, c'est pour les sociétés qui gèrent le calcul automatique, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. des matricules. Ça s'appliquera également aux salariés en attente. Ça veut dire que quand vous confirmerez votre salarié, si le dernier matricule utilisé, c'était le 666, et ben le prochain sera le 667. Au niveau de la GA, ils ont aussi adapté, ils ont intégré les champs liés à la DPAE, donc ça surtout pour les contrôles et pourquoi pas pour des imports. Et au niveau des rapports d'import, donc les divers imports que vous pouvez faire dans votre logiciel de paye, tout ce qui est lié à DPAE a été revu pour que ce soit un petit peu plus clair sur ce qui se passe et ce qu'il y a à faire pour corriger l'anomalie. Donc ça, pareil, comme l'effet générateur, c'est prévu là pour l'instant, mais ce sera surtout pour l'année prochaine qu'on aura besoin de tous ces éléments. Le congé supplémentaire de naissance. Donc congé supplémentaire de naissance, là on n'est pas sur du 2027, on est sur une entrée au 1er janvier 2026. Et donc là, pour l'instant, on est en période transitoire, c'est-à-dire que tous vos congés supplémentaires qui auront lieu entre le 1er juillet et le 30 septembre, il n'y aura pas de DSN de signalement pour ça. Vous allez devoir le faire directement sur NetEntreprise. Donc il y a plusieurs documentations qui ont été fournies, entre autres par Amélie, qui sont plutôt claires. Si vous voulez, je vous remontrerai dans le logiciel comment retrouver ces informations. Et à partir du 1er octobre, donc ça c'est la date initialement prévue, mais à voir si vraiment ce sera effectif à partir de cette date, on aura la possibilité d'envoyer un signalement DSN avec le motif congé supplémentaire de naissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai commencé la session tout à l'heure, je vous ai fait un petit rappel sur les dernières versions du plan de PaySenge et je vous ai dit, dans la version 2 de juin, il y a le congé de naissance supplémentaire. Ben, entre autres, il y a la nature d'événements qui intègre déjà le code 20 qui vous permettra de faire les signalements et de déclencher la rubrique qui va bien avec. Donc là, dans les nouveautés, le nouveau code, donc l'énuméré 20, qui viendra alimenter la S21G0060001. Donc S21G0060, c'est ce qu'on retrouve dans l'arrêt de travail, qui vous permettra de déclarer le congé supplémentaire. Donc là, on est bien d'accord, pour l'instant, c'est au mieux au 1er octobre 2026. Autre évolution, toujours en DSN, donc là, c'est lié à la mise à jour d'une fiche technique, la fiche technique DSN, enfin la fiche DSN, la 2685 pour être précis, relative au contrat de sécurisation professionnelle. Donc là, maintenant, on aura la valeur 0, donc dans le champ S21G0062011, qui est le nombre de mois de préavis. On aura la valeur 0 qui sera transmise aux organismes dans le cas
où la rupture de contrat de travail qui sera indiquée est renseignée à rupture pour motif économique suite à l'acceptation d'un CSP. D'accord? Donc ça, clairement, évolution des cahiers techniques en cours de route, donc évolution du logiciel. Donc ça concerne vraiment que les contrats de sécurisation professionnelle. Pour les autres cas, l'information n'est pas traitée. Et j'en ai fini sur les présentations des nouveautés. Je vais refaire un tour rapide des questions. Je pense avoir répondu, aux questions au fil de l'eau. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment ou jamais. Donc là, cette version, donc à installer en respectant les préconisations, habituelles. Donc dans tous les cas, je ne répéterai jamais assez, toujours avoir les sauvegardes des bases de données, bien faire, dans de bonnes conditions, donc les bonnes conditions, habituelles avec les espaces qui vont bien, et cetera. Et pour rappel, plus pour de la technique, si votre service technique vous demande, les informations, sur les préconisations qui sont à respecter, il y a un guide de préconisation, ici, dédié à la PAI V9 qui rappelle, les environnements qui sont, autorisés et qui sont confirmés pour cette mise à jour, et cetera, et cetera. Donc c'est assez technique. Si vous n'avez jamais fait de mise à jour de logiciel, ne vous lancez pas comme ça, ou si vous voulez le tenter, faites bien les sauvegardes et ne faites pas ça en pleine paye. Mais vous avez bien la documentation avec tous les éléments, qui sont présents ici. J'en profite pour vous remontrer ici le fil d'actualité. Donc fil d'actualité qui vous indique les dernières actualités. Taux mobilité, on va en parler rapidement, c'est pas directement lié à la version, mais attention, les personnes qui ont des établissements à Guingamp ou commune de Rive-de-Moselle, pensez à aller vérifier votre versement mobilité. Il y a des évolutions. Pour les autres, pas d'évolution annoncée, au 1er juillet. Et ce que je voulais vous montrer, ici, dans le 17 juin, il y a une tuile congé de naissance qui a été, alimentée par l'éditeur, et dans cette tuile, vous retrouvez les liens vers, hop, ici, la FAQ Amélie qui répond à toutes les questions sur le congé de naissance supplémentaire, et ici, le guide déclaratif, pour notamment savoir comment on, dépose notre formulaire sur le site de Net Entreprise. Donc ça, hors paye, vraiment, à voir avec vos organismes, mais vous avez quand même ici les informations, si vous êtes concerné, sur comment un petit peu, gérer tout ça. Donc là, comprendre le congé de naissance supplémentaire, accessible depuis votre fil d'actualité, ici, sur la tuile du 17 juin. Voilà pour tout ça. Alors, a priori, je n'ai plus l'air d'avoir d'autres questions, qui apparaissent. J'espère que vous avez appris plein de choses sur cette nouvelle version. En tout cas, là, les prochaines versions sont annoncées pour fin d'année comme d'habitude. Pas de gros chantier en paye d'annoncer là dans les mois à venir, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on serait, je parle bien au conditionnel, tranquille jusque janvier 2027. Et gros chantier de janvier 2027 pour l'instant, ce fameux fait générateur. S'il n'y a plus de questions, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, et à vous dire à bientôt. Bonne journée à vous, et merci à Loïc de m'avoir accompagné pour m'assister sur cette session. Bonne journée, au revoir.